Mes chers auditeurs, y a-t-il quelque chose de plus humiliant que d'être giflé par sa propre belle-sœur, une directrice puissante devant une foule nombreuse, et tout cela à cause d'une petite erreur? Y a-t-il quelque chose de plus douloureux que de voir comment sont tous ceux qui vous entourent? Même vos collègues vous sourient, chaque jour, ils vous regardent avec un mélange de pitié et de moquerie. À ce moment-là, alors que mes joues chauffaient et que mes oreilles bourdonnaient à cause de la gifle sévère, j'ai su que ma patience était à bout. J'ai discrètement pris mon téléphone portable et j'ai passé un appel que tout le monde pensait être celui d'une femme désespérée et folle. Mais à leur insu, c'était un appel qui pouvait changer le destin, un appel qui a complètement détruit l'avenir de cet homme arrogant en seulement 30 minutes. Le cliquetis des claviers, le bourdonnement de l'imprimante, le son incessant des téléphones, tous les bruits familiers d'un bureau animé se sont soudainement tus. Tous les regards du département marketing du siège à Makati étaient fixés sur moi, une simple rédactrice de contenu. Je me tenais juste là, une joue rouge et endolorie comme si elle avait été touchée. Devant moi se trouvait Béa, ma belle-sœur et également la redoutée directrice marketing de toute l'entreprise. Elle venait de me gifler au visage devant plus de 50 personnes. « Que penses-tu faire ?» La voix de Béa, tranchante et pleine de mépris comme la lame d'un couteau, résonna dans le silence assourdissant. « Un simple rapport comme celui-ci, et tu laisses passer des fautes d'orthographe? Où sont tes yeux? Ou bien ta tête est-elle juste remplie d'air? » Elle saisit les papiers qu'elle tenait et me les jeta au visage. Les feuilles blanches volèrent et s'éparpillèrent sur le sol, tout comme ma dignité en ces instants. La vérité est que je ne suis pas responsable de ce rapport. Laura, ma chef d'équipe, était absente en raison d'une maladie soudaine et m'avait demandé d'imprimer et de réviser cela pour elle. Je ne faisais qu'aider, et une petite coquille était l'excuse parfaite pour que Béa passe sa colère sur moi. Je sais que cela n'a rien à voir avec le travail. Elle est en colère contre moi, elle était en colère contre sa belle-sœur orpheline et provinciale qui, par un coup de chance, a épousé son frère. Je vais le corriger immédiatement, ai-je chuchoté, essayant d'avaler les larmes de honte. Je me suis penché pour ramasser les papiers éparpillés. Le corriger? Tu penses que tu peux le corriger? C'est fini. Béa rit, d'un rire plein de sarcasme. Elle enfila son coûteux escarpin à semelle rouge et piétina lourdement l'un des rapports devant moi. Quelqu'un d'irresponsable comme toi ne mérite pas cette entreprise. Rédige un rapport d'incident et dépose ta démission. Ne me force pas à me débarrasser de toi moi-même. Toute la patience que j'avais accumulée en moi s'est soudainement brisée. Depuis 2 ans, depuis que je suis entré dans leur famille et que j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, j'ai enduré d'innombrables insultes et mauvais traitements de sa part. Je me suis tué et j'ai enduré juste pour maintenir la paix dans la famille afin que Miguel, mon mari, ne soit pas placé dans une situation délicate. Je pensais que ma patience m'apporterait la paix, mais je me trompais. Mon silence n'a fait que l'encourager, l'incitant à me rabaisser et à me piétiner encore plus. La gifle d'aujourd'hui était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis levé lentement. Je ne m'inclinais plus. Je ne ressentais plus de peur. Je n'ai pas ramassé les papiers au sol. J'ai levé les yeux et j'ai regardé Béa droit dans les yeux, un regard qu'elle n'avait jamais vu de ma part auparavant, froid et sans émotion. Quand Béa a vu mon comportement, elle a été légèrement surprise et encore plus en colère. « Tu oses me regarder comme ça? Tu veux que je ruine ta vie? » Je n'ai pas parlé. J'ai silencieusement sorti mon vieux téléphone portable de ma poche. Tout le bureau commença à murmurer. Il pensait que j'allais appeler mon mari pour lui faire un rapport. C'est ce que Béa pensait aussi. Elle croisa les bras et sourit de toutes ses dents. « Quoi, tu vas appeler mon frère? Vas-y, appelle-le. Voyons s'il est de ton côté ou s'il est mon frère de sang. Tu es pauvre, tu ne sais rien faire d'autre que de compter sur un homme. » J'ai ignoré ces paroles. J'ai calmement cherché dans mes contacts le nom de Don Manuel et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. On a répondu rapidement à l'appel. « Don Manuel, je suis désolé pour le dérangement, ai-je dit d'une voix étonnamment calme. Il n'y avait aucune trace de tremblement, même si mon cœur battait comme un tambour de guerre. Je suis ici au siège à Makati. Retirez Béa de son poste de directrice marketing et rétrogradez-la au poste de chef de l'équipe de nettoyage. Elle doit me rendre compte directement. » Un silence de mort enveloppa le bureau. Tout le monde me dévisageait, les yeux grands ouverts. Béa éclata soudain de rire. Son rire était fort, elle a failli éclater en larmes. « Ah !
Quoi? Que as-tu dit? Me supprimer? Me rétrograder comme concierge? Vous avez entendu ça? Elle est devenue complètement folle. Qui as-tu appelé? Dieu? Ou peut-être le président du conseil d'administration? Des ricanements commencèrent à se faire entendre dans le bureau. Il me regardait comme si j'étais une folle, un clown essayant de jouer une pièce pathétique. Il ne pouvait pas croire qu'une humble employée comme moi oserait prononcer des mots si éloignés de la vérité. J'ai ignoré les moqueries, tenant toujours le téléphone à mon oreille. J'ai continué, oui. La décision est effective immédiatement. Veuillez envoyer quelqu'un pour mettre cela en œuvre dans les 3 prochaines minutes. Merci. J'ai raccroché, mis le téléphone dans ma poche et me suis tourné vers Béa, qui essuyait encore ses larmes de rire. Je ne pense pas qu'il y ait d'émotion. Dans 3 minutes, tu sauras qui j'ai appelé. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis retourné calmement à ma place, laissant derrière moi un bureau chaotique et plein de sarcasme. Et une personne arrogante qui ne savait pas encore que son enfer personnel était sur le point de commencer. Le bureau ne s'était pas encore remis du choc. Les rires initiaux furent remplacés par un silence étrange. Il ne riait plus. Il me regardait, puis Béa, essayant de deviner ce qui se passait réellement. La scène était trop soudaine, trop incroyable. Mais mon acte d'un calme choquant les fit douter. J'étais assise sur ma chaise, fixant l'écran de l'ordinateur. Mais mon esprit s'est envolé en arrière. Il y a 2 ans. 2 ans ce n'était pas long, mais c'était suffisant pour goûter à toute l'amertume de la vie conjugale dans cette famille, suffisant pour comprendre le vrai visage des gens que je considérais autrefois comme ma famille. Il y a 2 ans, j'étais Sophia Illustre, l'enfant unique du président du conseil d'administration d'Archipelago Holdings, l'un des plus grands conglomérats du pays. Ma vie depuis l'enfance avait été enveloppée de luxe. Mais la tragédie a frappé un jour lorsque mes parents sont décédés ensemble dans un tragique accident d'avion. Mon monde s'est effondré. À l'âge de 25 ans, je suis soudainement devenue l'héritière d'une fortune colossale et d'un empire comptant des milliers d'employés. Mais je ne ressentais aucune joie, seulement de la tristesse et de la confusion. Autour de moi se trouvaient tous ces regards séducteurs, ces faux compliments et ces gens qui ne désiraient que la richesse laissée par mes parents. J'avais peur. Je ne savais pas en qui avoir confiance. Dans ces moments-là, Don Manuel, le PDG du groupe et l'ami et partenaire le plus fidèle de mon père, est resté à mes côtés. Il était comme un second père qui a pris soin de moi et m'a guidé à travers les étapes les plus sombres de ma vie. Sophia, ton père a consacré toute sa vie à bâtir cet empire, m'a-t-il dit. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est sa sueur, ses larmes et ses rêves. Tu es l'unique héritière. Tu dois assumer cette responsabilité. Mais avant de pouvoir enfin t'asseoir dans le fauteuil de présidente, tu dois le comprendre. Tu dois apprendre à connaître les gens qui y travaillent, comprendre sa culture dès les racines. Je me suis réveillé à ces paroles. Je ne voulais pas être une patronne qui se contente de s'asseoir au sommet et de signer des papiers. Je voulais comprendre l'héritage de mon père, en faire l'expérience par moi-même et être forte à ma manière. J'ai donc pris une décision courageuse, je cacherai temporairement mon identité. Avec l'aide de Don Manuel et d'une équipe d'avocats, tout le processus d'héritage a été mené en secret. Légalement, j'étais la présidente, mais publiquement, le poste restait vacant et Don Manuel était le dirigeant intérimaire. J'ai créé une nouvelle biographie, une femme orpheline diplômée d'une université ordinaire sans famille dont elle puisse être fière. Je voulais commencer au poste le plus bas en tant qu'employé ordinaire pour observer et apprendre. Je voulais trouver quelque chose que le monde de la richesse ne pouvait pas donner, le véritable amour. Un homme qui m'aimerait pour ce que j'étais, pas à cause de la richesse derrière moi. Et c'est là que j'ai rencontré Miguel. Il était responsable des ventes dans une petite entreprise. Il était gentil, mature et intellectuel. Il n'était pas comme les jeunes hommes riches que j'avais rencontrés et qui ne savaient que faire la fête. Il s'intéressait sincèrement à moi. Il écoutait mes histoires, il me réconfortait quand j'étais triste. À ses côtés, j'avais l'impression de n'être qu'une Sophia ordinaire, pas l'héritière d'Archipelago Holdings. Je suis tombée amoureuse d'un amour pur et innocent. Je pensais avoir trouvé le refuge de ma vie. Notre mariage fut simple et heureux. Il n'y avait la présence d'aucune personne importante. J'ai menti à Miguel et à sa famille, en disant que je n'avais pas de parents. Ils m'ont cru. Après notre mariage,
Miguel a suggéré que je travaille au siège d'Archipelago Holdings, où sa sœur Béa était la directrice marketing. Il a dit, l'environnement est plus professionnel, les avantages sont meilleurs et il y a un meilleur avenir. J'ai hésité mais j'ai accepté. Je pensais que travailler dans la même entreprise que ma belle-sœur nous aiderait à devenir plus proches. Mais je me trompais. Dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans l'entreprise, je me suis senti rabaissé par ma belle-mère, Pilar, et ma belle-sœur, Béa. Pour elle, j'étais une belle fille orpheline sans statut social ni argent et une opportuniste qui avait juste eu la chance de ferrer leurs fils et frères. Ma belle-mère ne cessait de me harceler. Elle me critiquait parce que je ne savais pas m'occuper de la maison et parce que je n'étais pas économe. Elle m'a même ordonné de lui donner la moitié de mon salaire chaque mois pour qu'elle puisse épargner. Béa a apporté ce dénigrement au travail. Elle cherchait toujours une excuse pour me faire souffrir, me confiant les tâches les plus difficiles et ne manquant jamais une occasion de m'humilier et de me rabaisser devant ses collègues. J'ai tout enduré. J'ai tout enduré silencieusement parce que j'aimais Miguel. Je ne voulais pas le mettre dans une situation difficile entre sa femme et sa famille. Chaque fois qu'il me voyait triste, il me serrait dans ses bras et me réconfortait, « Chérie, c'est vraiment dur de s'entendre avec maman et Béa, mais elles n'ont aucune mauvaise intention. Juste un peu de patience pour moi. » Et je l'ai cru. Pour lui, j'ai enduré. Je me leurrais en pensant que si je faisais des efforts et que j'étais honnête, un jour elle comprendrait et m'accepterait. Mais la gifle d'aujourd'hui m'a réveillé. Elle a détruit tous mes rêves innocents en un instant. Ma patience n'a pas apporté le respect, mais n'a fait qu'inviter des insultes et des mauvais traitements plus sévères. Elle ne me considérait pas comme un membre de la famille, mais comme un parasite, un punching ball pour leurs griefs. Et peut-être que Miguel, le mari en qui j'ai toujours eu confiance, n'est pas aussi innocent que je le pensais. L'appel de tout à l'heure n'était pas une décision soudaine, c'était le résultat de 2 ans de retenue, 2 ans de déception et de douleur. Il était temps d'arrêter de se comporter comme une pauvre Cendrillon. Il était temps de redevenir qui je suis vraiment. 30 minutes. Lors d'une journée de travail ordinaire, cela passerait en un clin d'œil. Mais ces 30 minutes dans le département marketing d'Archipelago Holdings m'ont semblé être un siècle. Le bureau était enveloppé dans un silence pesant rompu seulement par le tic-tac monotone de l'horloge murale. Chaque tic était comme un coup de marteau qui ajoutait à la tension. Personne ne travaillait. Tout le monde retenait son souffle, attendant. Il ne croyait pas vraiment ce que je disais. Mais mon calme étrange, la façon dont je me tenais droite, fixant l'écran comme si de rien n'était, les fit hésiter. Les autres commencèrent à chuchoter. Devenait-elle folle à cause de tout ce choc? Mais elle était sérieuse. Et si elle avait vraiment un soutien? Quel soutien? Savez-vous qui est ma MBA? Elle est la sœur de sœur Miguel, le responsable des ventes d'une filiale, et la rumeur dit qu'elle est la nièce éloignée de l'un des membres du conseil d'administration. Cette femme n'est qu'une humble employée. Comment pourrait-elle licencier une directrice? J'ai entendu tous les chuchotements, mais je les ai ignorés. Je comptais juste les minutes. Encore 20 minutes. Béa, après son rire initial, commença elle aussi à s'agiter. Elle n'était plus simplement assise à son bureau, maintenant, elle faisait les 100 pas dans le bureau. Son front était plissé. Elle me regardait puis regardait l'horloge avec un mélange d'impatience et de doute, se demandant peut-être qui j'avais appelé. Est-ce que je connaissais vraiment quelqu'un d'important dans l'entreprise? Mais son arrogance balaya rapidement cette idée. Impossible. Elle était la directrice marketing, un poste dont beaucoup rêvent. Elle était jeune, belle, talentueuse et avait des relations. Comment une orpheline de province comme moi pourrait-elle la faire bouger? J'étais certainement en train de jouer, essayant de paraître mystérieuse pour sauver le peu de dignité qu'il me restait. À cette pensée, la confiance de Béa revint. Elle s'approcha de mon bureau, croisa les bras et, d'un ton moqueur, dit tout haut pour que tout le monde entende, « Et Sophia, la fin des 30 minutes. Où est le président que tu as appelé? Pourquoi personne n'est encore descendu? Ou peut-être y a-t-il des embouteillages sur Ayala Avenue? » Quelques rires étouffés se firent à nouveau entendre. Sans lever la tête, j'ai répondu avec un calme glacial, « Encore 1 minute, madame. Juste un peu de patience. » Mon indifférence la rendait encore plus furieuse. Elle s'apprêtait à en dire plus, mais à ce moment-là, son téléphone sonna. En voyant le numéro sur l'écran, son expression changea soudainement de la colère à un ton doux.
Allô, mon cher. Pourquoi as-tu appelé, Miguel? Quelqu'un au bureau s'était empressé de lui raconter ce qui s'était passé. Quoi? Elle a osé? Ce fou t'a menacé? Est-ce que tu vas bien? La voix de Miguel était forte car je l'entendais à peine, même s'il n'était pas sur haut-parleur. C'est moi qui avais reçu la gifle, mais la vérité était déjà déformée dans sa bouche. Oh non, Béa commença à sangloter, jouant la victime. Je lui ai juste parlé un peu trop fort de son travail, alors elle l'a ressenti. Elle a fait un scandale, a appelé tout le monde et a menacé de me faire licencier. J'ai peur, Miguel. Un jeu d'acteur parfait de méchante à victime. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Je suis là, j'entendis la voix inquiète de Miguel. Laisse-la tranquille. C'est juste de l'arrogance. Je rentrerai plus tard et je lui donnerai une leçon. Elle ose faire peur à ma sœur? Elle ne sait pas à qui elle s'en prend. L'appel se termina. Béa me regarda avec un sourire triomphant. Elle pensait avoir un soutien inconditionnel. Avec son frère de son côté, elle n'avait rien à craindre. Elle revint vers moi avec une fausse douceur dans la voix. Il est sur le point de renvoyer Miguel à la maison. Il a dit qu'il te donnerait une leçon. Tu ferais mieux de te préparer. Je ne lui ai adressé qu'un léger sourire, un sourire qu'elle ne comprenait pas. Elle ne savait pas qu'avant que Miguel ne me donne une leçon, la première leçon était pour elle. 10 minutes. Le temps s'écoulait lentement et l'air dans le bureau devenait plus lourd. La tension ne pouvait plus durer. Tout le monde attendait de me voir embarrassé ou d'assister à un miracle impossible. Et puis, au moment où la trotteuse frappa le 12, signalant la fin des 30 minutes, la porte vitrée du département marketing s'ouvrit soudainement. Tout le bureau se retourna d'un coup. La scène qui suivit pétrifia tout le monde, y compris Béa. 2 hommes en costume noir et au visage sérieux entrèrent. J'ai reconnu immédiatement celui qui était devant. Reyes était le directeur des ressources humaines pour tout le groupe, connu pour être strict et impartial. Mais l'homme derrière lui qui a coupé le souffle à tout le monde était quelqu'un que personne ne s'attendait à voir. C'était Don Manuel, le PDG d'Archipelago Holdings, une personne que les employés ne voient habituellement que dans les newsletters de l'entreprise ou lors des grandes fêtes de fin d'année. Sa présence, l'une des personnes les plus puissantes de l'entreprise dans un petit département comme celui-ci par un après-midi ordinaire, était tout simplement incroyable. Tout le bureau se leva d'un coup. L'atmosphère passa de l'anticipation à la peur et au respect. Tout le monde s'inclina, n'osant pas respirer trop fort. Béa était elle aussi stupéfaite. Le sourire arrogant sur ses lèvres se figea, remplacé par un visage pâle et de la confusion. Elle ne comprenait pas pourquoi le PDG était venu personnellement. Elle ajusta rapidement sa jupe, força un sourire et s'avança pour les saluer. Don Manuel, Monsieur Reyes, bon après-midi. Je ne connais pas la raison de votre visite. Don Manuel ne lui répondit pas. Son regard perçant balaya la pièce et s'arrêta sur moi. Il fit un léger signe de tête, un signe secret que moi seul comprenais. Puis il se tourna vers Monsieur Reyes, sa voix grave et autoritaire, sans émotion. Reyes, faites-le. Monsieur Reyes hocha la tête et fit un pas en avant, tenant un dossier portant le sceau officiel de l'entreprise. Il s'éclaircit la gorge et lut haut et fort, chaque mot tombant comme un coup de marteau dans un silence complet, conformément au règlement intérieur de l'entreprise et à la recommandation de la haute direction. Archipelago Holdings a décidé de retirer Madame Béa de son poste de directrice du marketing du siège à Makati, à compter d'aujourd'hui. Ce fut comme une explosion silencieuse dans le bureau. Tout le monde se regardait, bouche bée d'incrédulité. Béa, qui se tenait debout, recula comme si elle allait perdre l'équilibre. Quoi? Que as-tu dit, bégaya-t-elle, la voix brisée. Mais Monsieur Reyes ne lui laissa pas l'occasion de demander. Il continua sa lecture, sa voix encore plus froide. Dans le même temps, Madame Béa est transférée à l'équipe de nettoyage sous le département des services généraux avec le poste de chef d'équipe. Cette décision est effective immédiatement. Madame Béa a pour instruction de procéder à la passation de ses fonctions et de se présenter à son nouveau poste cet après-midi même. Chef de l'équipe de nettoyage. Si la nouvelle du licenciement était un choc, cette décision était une honte indescriptible. De directrice respectée à responsable des concierges, ce n'était pas seulement une punition, c'était une énorme gifle à son caractère. C'est impossible, cria enfin Béa, la peur détruisant complètement son sang-froid.
C'est absurde. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Que ai-je fait de mal? Je veux une explication. Don Manuel, il doit y avoir une erreur. Elle se précipita vers Don Manuel avec une expression suppliante, mais il la regarda froidement, sans une trace de pitié. Madame Béat, vous n'avez rien fait pour nuire à l'entreprise, mais vous avez fait quelque chose pour nuire à quelqu'un que vous n'auriez pas dû toucher, dit-il d'une voix profonde et significative. C'est la décision finale. Si vous ne vous y conformez pas, nous considérerons cela comme de l'insubordination et nous prendrons une mesure plus sérieuse. Le regard de Don Manuel se tourna vers moi. À ce moment-là, une vérité incroyable commença à jaillir dans l'esprit de tous. Ils se tournèrent vers moi, et leurs regards qui étaient auparavant pleins de pitié et de moquerie se transformèrent en stupéfaction, en peur et en confusion. Ils commencèrent à faire le lien entre mon appel, mes paroles sur le licenciement de la directrice et l'apparition soudaine du PDG. Tout s'emboîtait parfaitement et effroyablement. Béa me regarda aussi, les yeux remplis de peur. Elle commença à bégayer, « Tu as fait ça? Qui es-tu, vraiment ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis juste levé lentement et j'ai marché jusqu'à lui faire face. J'ai regardé son visage qui changeait de couleur à cause de la peur, la personne qui venait de me gifler sans pitié. Je ne ressentais pas de joie, mais une lassitude profonde. Je ne voulais pas jouer cette pièce, c'est elle qui m'a forcé à baisser le rideau. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé l'uniforme d'employé que je portais. Peut-être était-il temps de l'enlever. Le bureau restait plongé dans un silence si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement d'une mouche. Tout le monde restait immobile comme des statues. Leur regard, rempli d'étonnement et de peur, était fixé sur moi, essayant de découvrir le mystère de la personnalité de l'humble employée Sophia. Béa, le centre de l'effondrement, était elle aussi paralysée. Son visage passait du blanc au vert. Ses lèvres bougeaient sans émettre de son. Le choc était si grand que son esprit, normalement vif, devint complètement vide. Elle ne pouvait pas comprendre, elle ne pouvait pas accepter que la belle-sœur qu'elle avait toujours méprisée et piétinée détenait le pouvoir de décider de sa vie ou de sa mort professionnelle. Don Manuel fit signe à M. Reyes. Le directeur des ressources humaines comprit immédiatement. Il s'approcha et posa une paire de bleus de travail et une pile de papier de passation sur le bureau coûteux de Béa. « Madame Béa, votre nouvel uniforme et les formulaires de passation. » La voix de M. Reyes restait sans émotion, mais dans ce contexte, elle était extrêmement dure. « On vous ordonne de vous changer et de procéder à la passation immédiatement. Le nouveau chef de l'équipe de nettoyage vous attend à l'entrepôt. » L'uniforme bleu rugueux et d'apparence usée contrastait avec le bureau élégant et brillant de Béa. C'était comme un verdict, une humiliation publique devant tout le monde. Enfin, Béa réussit à émettre un cri étouffé de colère et de désespoir. « Je ne porterai pas ça. Je ne suis pas une concierge. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Je vais vous poursuivre. Je vais tous vous poursuivre. » Elle recula, jetant l'uniforme et les papiers qui tombèrent au sol. Elle regarda Don Manuel avec des yeux rougis par la colère. « Don Manuel, ne pensez pas que parce que vous êtes PDG, vous pouvez tout faire. Mon père a aussi des parts dans ce groupe. C'est un abus de pouvoir. Je signalerai cela au conseil d'administration. » Don Manuel faillit éclater de rire. « Le conseil d'administration, c'est très bien. Mais je crains que cette décision ne vienne de la personne qui a le plus de pouvoir au sein de ce conseil. » Ses yeux se tournèrent à nouveau vers moi. L'allusion était très claire. Béa se tourna soudainement vers moi, et la peur dans ses yeux se transforma en une terreur totale. Elle me pointa du doigt en tremblant. « Tu ne peux pas, tu ne peux pas. » Elle ne pouvait pas prononcer l'idée folle mais très logique qui se formait dans son esprit. Je restai silencieuse, la regardant calmement. Mon silence à ce moment-là était un aveu plus fort que 1000 mots. Monsieur Reyes reprit la parole. En entendant le mot « sécurité », Béa s'effondra complètement. Elle savait qu'elle n'avait pas d'issue. Être emmenée par 2 grands gardes devant tout le monde était un déshonneur plus grand que de porter un uniforme de concierge. Ses larmes commencèrent à couler. Ce n'étaient plus les fausses larmes d'une actrice, mais des larmes de colère, d'impuissance et d'une honte insupportable. En tremblant, elle se pencha, ramassa l'uniforme au sol et le serra contre sa poitrine comme si elle embrassait son terrible destin. Sans un mot, elle s'éloigna en chancelant vers les vestiaires, le dos voûté,
témoignant d'une tristesse qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les yeux de tout le bureau la suivirent. Personne n'osait parler. La joie initiale s'était transformée en peur. Ils avaient peur de moi, avec ma personnalité mystérieuse et mon pouvoir terrifiant. Ils commencèrent à se souvenir des fois où ils s'étaient joints à Béa pour me maltraiter et rire de moi. Un sentiment de regret et d'anxiété commença à les envelopper. Une demi-heure plus tard, Béa sortit. Elle portait un bleu de travail. Sa robe de créateur, ses escarpins et ses bijoux coûteux avaient disparu. Ils étaient remplacés par des vêtements amples et ébouriffés, des tomes bon marché, des cheveux attachés en un chignon désordonné et un visage sans maquillage pâle, hagard et les yeux gonflés par les pleurs. Il n'y avait aucune trace de la belle et suave directrice marketing qu'elle était. « Madame Béa, votre premier travail aujourd'hui. » Une femme d'âge mûr, probablement l'adjointe du chef de l'équipe de nettoyage, s'approcha et lui tendit un seau et une serpillière. Les toilettes des femmes à cet étage doivent être nettoyées immédiatement. Au travail. Les toilettes des femmes étaient l'endroit même où, quelques heures auparavant, Béa était entrée pour retoucher son rouge à lèvres coûteux et ajuster ses vêtements devant le miroir. Maintenant, elle devait y entrer en tant que concierge. Cette punition était sans aucun doute plus douloureuse qu'un simple licenciement. Béa se figea, les bras ballants. Elle regarda le seau et la serpillière, puis ses anciens collègues qui l'observaient avec un mélange de curiosité et de pitié. La honte atteignit son paroxysme, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle prit silencieusement la serpillière et traîna ses pieds lourds vers les toilettes. La porte claqua derrière elle, comme si elle fermait un chapitre glorieux pour en ouvrir un autre de souffrance dans sa vie. Le dos de Béa disparut derrière la porte des toilettes, laissant un bureau plongé dans un silence pesant. Don Manuel et Monsieur Reyes partirent également, mais leur autorité invisible semblait rester dans l'air. Personne n'osait me regarder dans les yeux. Mes collègues, ces mêmes personnes qui se moquaient de moi quelques heures auparavant, s'inclinaient maintenant, faisant semblant d'être occupés. Mais je savais que leur esprit s'emballait. Ils avaient peur, essayant de deviner si ma colère allait aussi s'abattre sur eux. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris mes affaires personnelles dans une petite boîte. Je savais que mon poste de modeste employé n'était plus fait pour moi, mais je ne voulais pas encore révéler ma véritable identité à tout le monde. Depuis le tout début, cette pièce a eu d'autres protagonistes qui ne sont pas encore entrés en scène. J'ai dit au revoir et je suis parti tôt. J'ai dit que je ne me sentais pas bien après ce qui s'était passé. Personne n'a osé m'arrêter. Quand j'ai quitté le bureau, je suis passé devant les toilettes. J'ai entendu le bruit de l'eau qui coulait, le frottement d'une brosse sur le sol. Je ne me suis pas arrêté. Je ne voulais pas voir l'état misérable de Béa. La punition avait été exécutée et elle était nécessaire. Mais dans mon cœur, il n'y avait pas la moindre joie, mais une tristesse infinie. Pourquoi les gens doivent-ils se pousser les uns les autres dans des situations pareilles? Quand je suis arrivé à la maison, l'appartement où Miguel et moi vivions, une tension encore plus grande que celle du bureau m'accueillit. Ma belle-mère, Pilar, était assise sur le canapé avec une expression colérique. Miguel faisait les 100 pas dans le salon, le visage plein d'inquiétude et de colère. Quand elle me vit entrer, Pilar se leva et se précipita sur moi comme une lionne. « Toi! Espèce de sorcière! Que as-tu fait à ma fille » hurla-t-elle en me pointant du doigt. Elle m'a appelé en pleurant. Elle a dit que tu l'avais ruinée. Que as-tu fait pour qu'elle soit licenciée et transformée en concierge? Es-tu encore humaine? Maman! Miguel courut pour retenir sa mère. Il se tourna vers moi. Son regard n'était plus le même qu'avant, mais plein de colère et d'accusation. Sofia, explique ce qui s'est réellement passé au bureau. Pourquoi est-ce arrivé? C'est Béa, est-ce toi qui as fait ça? Il n'a même pas demandé si j'allais bien. Il n'a pas posé de questions sur la gifle que j'avais reçue. Sa première pensée a été de défendre sa sœur. Mon cœur devint froid. Je posai mon sac et le regardai droit dans les yeux. Ma voix était étrangement calme. Oui, c'est moi. Elle m'a giflé devant tout le bureau. J'ai juste fait ce que je devais faire pour défendre mon honneur. Défendre ton honneur, cria Miguel. Tu défends ton honneur en détruisant l'avenir de ma sœur? Sais-tu à quel point ce poste est important pour elle? Sais-tu à quel point elle a travaillé dur? Travaillé dur. J'ai ri amèrement. Dur pour blesser et humilier sa belle-sœur?
Sais-tu ce que j'ai enduré pendant 2 ans? Ou tu le savais, mais tu as choisi de fermer les yeux. Ma question le fit taire. Il détourna le regard. Ça suffit. Arrête de jouer les victimes, intervint Pilar. C'est une bénédiction pour toi de vivre dans cette maison. Mon fils t'a adopté, t'a fourni de la nourriture, un abri et du travail. Et maintenant tu vas mordre la main qui te nourrit? Aucune gratitude. Je te le dis, va à l'entreprise, mets-toi à genoux et demande pardon à ma fille et au directeur pour annuler la décision, ou quitte cette maison. Maman, cria Miguel, semblant en désaccord avec ce que disait sa mère, mais il ne la contredit pas. Son silence était une forme de consentement. Je les regardais tous les deux, la belle-mère cruelle et le mari lâche. L'image de la famille heureuse que j'avais essayé de préserver était brisée. Ils ne me considéraient pas comme l'une des leurs. À leurs yeux, j'étais une étrangère, un outil, quelque chose qu'ils pouvaient jeter à tout moment. Voici la traduction complète du texte en français. Conformément à vos instructions, le terme Thanksgiving a été remplacé par fête de l'action de grâce, bien qu'il n'apparaisse pas dans le texte original, la consigne a été appliquée par précaution, et aucun enrichissement typographique, gras, n'a été utilisé. La tempête au bureau venait de se terminer, mais une autre, plus grande et plus violente, se préparait dans ma propre maison. Et l'homme que j'aimais et en qui j'avais confiance était maintenant de l'autre côté, prêt à pointer ses armes sur moi avec sa famille. L'air dans notre petit appartement était insupportable, tendu comme une corde de guitare sur le point de rompre. Pilar haletait encore, me regardant avec des yeux brûlants comme si elle voulait me dévorer. Miguel est au milieu. Il semble qu'il n'y ait rien à faire. Sa mère et moi nous sommes regardés, ne sachant que faire. Il ne voulait pas blesser les sentiments de sa mère. Mais peut-être qu'au fond de son cœur, il reste un peu d'amour pour moi qui l'empêche d'être complètement cruel. En ce moment, Miguel essaie d'intervenir. Parlons de cela calmement. Repose-toi d'abord dans ta chambre. Il aidait sa compagne à se rendre à la chambre. Pilar n'est pas partie sans me regarder. Quand le mal murmure entre les dents, c'est la malchance. A apporté la malchance à la maison. La porte s'est refermée brusquement, nous laissant Miguel et moi dans le salon. Il a soupiré et s'est assis sur le canapé en face de moi. Il ne crie plus. Sa voix s'est adoucie avec un mélange de fatigue et de supplication. Sophia, je suis désolé. Maman est une vieille femme avec une tête chaude. Ne prends pas ses paroles à cœur. Je ne prends pas sa réponse au sérieux. Ma voix est toujours froide. Je veux juste savoir ce que je suis pour toi. Miguel a levé les yeux, surpris par ma question. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr, je suis ton mari. Mon mari, j'ai ri amèrement et douloureusement. Un mari qui se fait gifler par sa belle-sœur en public? Et la femme ne demande même pas comment elle va, s'inquiétant plutôt de l'avenir de l'agresseur? Une femme est mise à la porte par sa belle-mère et le mari garde le silence. Mes mots sont comme des poignards qui frappent la cible. Miguel s'est penché, se caressant les cheveux. Je suis désolé. J'étais juste sous le choc. Je ne sais pas comment réagir. Tu me connais, je ne suis pas doué pour parler. Je ne suis pas doué pour ce genre de situation. Encore une fois, il utilisait sa lâcheté comme excuse. Mais Sophia, tu dois aussi me comprendre. Béa est ma seule sœur et maman n'a que nous deux. Ce poste n'est pas seulement son futur emploi, c'est l'honneur de toute la famille. Tout cela disparaît soudainement et il devient concierge. Comment maman ne pourrait-elle pas être surprise? Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Et moi? Ai-je demandé, ma voix commençant à trembler. La honte que j'ai subie? Je suis malade. Est-ce que cela ne vaut rien? Pas si vite, dit-il. Bien sûr que tu es importante pour moi. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Nous devons trouver une solution. Il a levé les yeux, plein d'espoir. Attends, as-tu manqué quelque chose? Je sais que tu connais quelqu'un d'important à l'entreprise. Est-ce possible? Peux-tu parler à cette personne pour que Béa aille voir le directeur? Dis-moi que tu n'as juste pas compris, que tu as pardonné à mon frère. Demande-leur d'annuler la décision. Je t'en supplie, Sophia, juste cette fois. Si tu aides Béa, tu m'aides moi et toute notre famille. Il me supplie.
Il me supplie de m'humilier auprès de la personne même qui m'a humilié, pour nettoyer le désordre que son frère a causé. Il considérait mon sacrifice comme acquis. Son égoïsme et sa faiblesse étaient déjà exposés. Quand j'ai vu son expression pitoyable, je n'ai plus ressenti de colère, mais une déception infinie. C'est l'homme que j'ai aimé, le mari que j'ai choisi. Un homme sans conviction qui ne peut pas protéger sa femme, qui ne fait que suivre sa mère et sa sœur. Et si je ne le fais pas? Ai-je demandé. Un dernier essai. L'expression suppliante de Miguel s'est immédiatement durcie. Il m'a regardé et sa tendresse a disparu, remplacée par une froideur et une détermination que je n'avais jamais vues chez lui auparavant. Sofia, je ne veux pas dire ça. Mais si tu ne le fais pas, je ne pense pas que nous puissions continuer. Il s'est arrêté, a pris une grande inspiration et a prononcé un mot que je n'aurais jamais cru entendre de sa part, divorce. Divorce. J'étais stupéfaite. Juste pour protéger son frère, pour protéger leur famille, il est prêt à utiliser notre mariage comme une menace. Il a dit, tu choisis. Il n'y avait aucune trace de doute. Va supplier pour Béa et notre famille sera à nouveau en paix. Ou alors finissons en. Je ne peux pas vivre avec une femme aussi méchante qu'elle détruise sa propre belle-sœur. Il m'a mise en danger. Il était convaincu que je l'aimais assez pour ne pas parier sur notre mariage. Il pensait qu'à la fin, ce serait moi qui abandonnerais encore, ce serait moi qui me sacrifierais à nouveau. Il s'est levé et a mis sa veste. Je te donne jusqu'à demain matin pour y réfléchir. J'ai besoin de ta réponse. Après avoir dit cela, il s'est retourné, a ouvert la porte et est parti, me laissant seul dans la maison froide avec un ultimatum cruel et un cœur complètement brisé. La porte a claqué. Son bruit était comme le dernier coup de marteau qui brisait mes illusions restantes sur notre mariage. Je me suis assise sur le sol. J'ai l'impression d'avoir perdu toutes mes forces. Divorce. Il a prononcé ce mot si facilement et si cruellement. Ma place dans son cœur commençait à apparaître. La femme avec qui il était depuis 2 ans valait moins que son frère arrogant. Mes larmes ne coulaient plus. La douleur s'est transformée en un engourdissement total. Je suis restée assise là, dans le noir. Je ne sais pas combien de temps. Le tic-tac de l'horloge sur le mur ressemblait à un compte à rebours de notre union. Demain matin, je dois donner une réponse. Mais même moi, je ne sais pas laquelle. Une partie de moi hurle pour que je le quitte, pour m'échapper de cette famille toxique, pour vivre pour moi-même. Mais une partie plus faible s'accroche. J'aime toujours Miguel, ou du moins je m'accroche encore aux doux souvenirs que nous avons partagés. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les yeux gonflés. Je n'ai pas donné de réponse à Miguel immédiatement. J'ai besoin d'un peu de calme pour réfléchir. J'ai décidé d'aller au bureau même si je ne savais pas à quel titre. Je veux juste échapper à l'atmosphère étouffante de la maison. Quand je suis arrivé au bureau, tout avait changé. Il n'y avait plus de regards curieux ou de commérages, mais seulement des révérences pleines de respect et de peur. Le bruit a couru que j'avais un soutien puissant, bien que personne ne sache qui je suis vraiment. Je suis allé directement au département marketing. L'atmosphère y était également différente, solennelle et tendue. Tout le monde était concentré sur le travail. Personne n'osait parler. Le poste de Béa est toujours vacant. Sa chute est devenue une leçon pour tout le monde. Je suis allé à mon ancien bureau pour récupérer quelques fournitures restantes. À ce moment-là, j'ai entendu un murmure dans un coin. 2 collègues regardaient leur téléphone portable ensemble et chuchotaient. J'ai fait semblant d'aller chercher de l'eau et je suis passé à côté d'elle. J'ai entendu quelques mots. Cette Béa est vraiment stupide. Tout le monde a été rétrogradé et elle n'a toujours pas appris. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Le mari de Sofia a appelé sa sœur. J'ai tout entendu. Il a dit qu'il devait trouver un moyen de se venger. Puis il a mentionné un projet fantôme et de l'argent. Projet fantôme. Ma poitrine battait la chamade. Je me suis arrêté, faisant semblant de chercher quelque chose dans un classeur tout en affûtant mon oui. Oui, elle a dit, Miguel, tu dois m'aider. N'as-tu pas encore épuisé l'argent que je t'ai donné du projet Villanova? Maintenant que j'ai un problème, ne me laisse pas seul. Si tu ne m'aides pas, je te dénoncerai à ta femme. Alors, ils font tous les deux quelque chose de stupide.
C'est de là que vient l'arrogance de la sorcière. Parce que le frère mentait pendant qu'il volait l'entreprise. Leur conversation a été interrompue quand quelqu'un s'est approché, mais j'en avais entendu assez. Projet Villanova. L'argent qu'elle a donné. L'entreprise était en train d'être dépouillée. Une autre vérité dégoûtante commençait à émerger. La relation entre Miguel et Béa n'était pas seulement celle de frères et sœurs se protégeant mutuellement. Ils étaient complices dans un stratagème de malversation, volant de l'argent à cette entreprise même. J'étais stupéfaite. J'avais sous-estimé leur méchanceté. Non seulement ils étaient abusifs et égoïstes, mais ils étaient aussi des parasites qui détruisaient lentement l'empire que mon père avait laissé derrière lui. La colère en moi est revenue, mais maintenant avec une détermination froide. L'ultimatum de Miguel était le divorce. D'accord. Mais je ne pars pas tranquillement. Je vais tout révéler. Je vais mettre tous leurs crimes en lumière. Je ne me bats plus pour notre mariage, je me bats pour protéger l'héritage de mon père et pour nettoyer l'environnement qu'il a travaillé si dur à construire. J'ai quitté l'entreprise immédiatement. Je ne suis pas rentré chez moi mais je suis allé dans un café calme. J'ai appelé Don Manuel. Don Manuel, j'ai besoin de votre aide, ai-je dit, ma voix calme mais pesante. Je soupçonne Béa et Miguel d'avoir détourné les fonds de l'entreprise. Je veux que tous les projets que Béa a gérés au cours des 2 dernières années soient examinés, en particulier celui appelé Villanova. Je comprends. La voix de Don Manuel à l'autre bout du fil était, comme toujours, apaisante. Ne t'inquiète pas, Sofia. Je vais immédiatement mobiliser l'équipe d'audit interne. Peu importe leur intelligence, il reste toujours des indices. L'enquête secrète a commencé. Un filet invisible a commencé à se tisser et je sais que d'ici peu, tout le nid de serpents sera capturé. Après l'appel de Don Manuel, je n'ai pas pu rentrer chez moi tout de suite. Je ne pouvais pas. Les murs de cet appartement qui avait autrefois été mon refuge étaient maintenant tachés de mensonges et de tromperies. Je ne pouvais pas faire face à Miguel. Je ne pouvais pas regarder le visage qui, quelques heures plus tôt, m'avait donné un ultimatum alors que mon esprit s'emballait de terribles soupçons sur ses crimes. J'ai conduit jusqu'à un café calme dans une vieille rue. J'ai commandé un chocolat chaud pour essayer d'arrêter le tremblement de mes mains. Les mots que j'avais entendus au bureau tournaient en boucle dans ma tête. Projet Villanova. L'argent qu'elle a donné. L'entreprise était volée. Ce n'était plus une simple querelle de famille. Ce n'était plus les manigances d'une belle-sœur maléfique. C'était quelque chose de plus grand, de plus sombre, un crime organisé sous le toit même d'Archipelago Holdings, l'héritage de mon père. Je suis resté assise là pendant des heures à essayer de reconstituer les événements. Miguel, que j'avais toujours considéré comme un lâche, apparaissait maintenant avec un visage différent. Est-il vraiment juste un directeur des ventes dans une petite entreprise, ou est-ce aussi une mise en scène? Pourquoi est-il impliqué dans les finances de mon entreprise et de Béa? Quel pouvoir a-t-elle en tant que directrice marketing pour donner de l'argent d'un projet à son frère? Des milliers de questions tourbillonnaient dans mon esprit. Chacune ouvrait une possibilité plus effrayante. J'ai réalisé que la situation était pire que ce que je pensais. Ce n'était plus quelque chose qui pouvait être résolu par un simple appel téléphonique. J'avais besoin de preuves, des preuves solides pour démasquer tout ce nid de serpents. L'après-midi, j'ai reçu un message d'un numéro secret que Don Manuel m'avait donné. Les auditeurs avaient commencé. Tout était en ordre. Rentre chez toi et agis comme si de rien n'était. Ne les laisse pas soupçonner quoi que ce soit. Ta sécurité est la chose la plus importante. Ces mots étaient comme un baume qui restaurait le calme dont j'avais besoin. Il avait raison. Je ne peux pas agir de manière irréfléchie. Je suis l'atout et je dois rester en sécurité jusqu'à ce que j'aie toutes les preuves en main. Le rôle de la femme blessée et confuse doit continuer, et je dois le faire encore mieux. J'ai pris une profonde inspiration, mettant de côté le tumulte des émotions. J'ai remis le masque de la fatigue et de l'épuisement et je suis rentré à la maison. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Miguel assis sur le canapé avec une profonde inquiétude. Quand il m'a vu, il s'est levé et a couru vers moi. « Sofia, où étais-tu toute la journée? Sais-tu que j'étais inquiet? Je t'ai appelé. Tu ne réponds pas. J'ai failli devenir fou. » Il m'a serré fort, mais tout ce que j'ai ressenti, c'était du dégoût. Combien de fois ses bras ont-ils planifié le mal?
J'avais juste besoin d'être seul pour réfléchir, ai-je répondu d'une voix rauque, posant ma tête sur son épaule. Réfléchir. As-tu pris une décision? A-t-il demandé, plein d'espoir. Il attendait la réponse à son ultimatum. Je suis resté silencieuse un moment. Puis j'ai levé la tête et je l'ai regardé avec des larmes aux yeux. Ces larmes n'étaient pas fausses, elles étaient réelles, mais pas à cause de l'amour, plutôt à cause d'une profonde déception. J'ai su alors ce que je ferais. Tu as raison. La famille est la chose la plus importante. Je ne veux pas de divorce. En entendant cela, le visage tendu de Miguel s'est détendu et un sourire de soulagement et de bonheur est apparu sur ses lèvres. Il m'a serré encore plus fort. Je sais, je sais. Ma femme est la plus compréhensive. Merci, Sophia. Merci de faire cela pour moi, pour notre famille. Il n'avait aucune idée que je faisais cela pour la famille d'une manière différente. Alors demain, j'irai à l'entreprise pour essayer de leur parler, j'ai hésité, faisant semblant de lutter. C'est ça, a dit Miguel rapidement. Va voir le PDG. Admets ton erreur. Dis-lui que tu as juste été précipité. Demande une chance pour Béa. Je suis sûr qu'ils y réfléchiront à nouveau. Tout ira bien. Il me réconfortait comme un enfant, alors qu'intérieurement, il célébrait probablement le succès de m'avoir manipulé à nouveau. Cette nuit-là, il a été très gentil. Il m'a cuisiné un dîner de son adobo spécial. Il n'arrêtait pas de verser du vin et de plaisanter. Il jouait le rôle du mari repentant essayant de tout arranger. Je suis entré dans son jeu, essayant de manger, essayant de sourire. Ce dîner était comme une pièce de théâtre silencieuse. Nous portions tous les deux des masques. Nous avions tous les deux des secrets. Mais un seul d'entre nous savait que le rideau était sur le point de tomber. Les jours suivants ont été les plus tendus de ma vie. Le matin, j'allais à l'entreprise, mais pas pour travailler. Je rencontrais secrètement Don Manuel dans un bureau privé pour faire le point sur l'enquête. Il m'a informé que les auditeurs avaient trouvé les premières irrégularités dans le projet Villanova. Les coûts de publicité et d'organisation d'événements étaient sauvagement gonflés. De nombreux contrats étaient signés avec des agences de communication inconnues qui venaient d'être fondées. Nous suivons l'argent, a dit Don Manuel. Mais ils sont intelligents. L'argent est passé par de nombreuses couches de sociétés écrans. Nous avons encore besoin de temps. Le soir, quand je rentrais à la maison, je devais mettre le masque de la femme essayant de sauver son mariage. J'ai dit à Miguel que j'avais essayé de contacter le haut responsable mais qu'il était toujours occupé. Miguel devenait impatient mais essayait de rester calme. Il croyait que je faisais tout mon possible. L'atmosphère dans la maison était devenue étrange, une paix artificielle et sinistre. Et un après-midi, alors que j'étais dans le bureau de Don Manuel, il a reçu un appel du chef de l'audit. Nous l'avons, monsieur le PDG, j'ai entendu la voix excitée de l'homme. Nous avons trouvé la dernière entreprise à avoir reçu l'argent. Une société de conseil appelée MB Consulting. Don Manuel m'a fait signe de me taire et a mis le haut-parleur. Et la chose la plus surprenante était que le propriétaire de MB Consulting n'était nul autre que lui. Le propriétaire unique répertorié était Miguel. Le spacieux bureau de Don Manuel était enveloppé d'un silence de mort. Ce que le chef de l'audit avait dit continuait de résonner, le propriétaire unique répertorié était Miguel. Miguel et Béa. Le nom de l'entreprise était si évident qu'il semblait être une moquerie de ma stupidité au cours des 2 dernières années. Je me suis assise sur le canapé. J'ai eu l'impression que tout le sang s'était retiré de mon corps. Même si je m'étais préparé au pire, entendre le nom de mon mari comme cerveau d'un vol systématique m'a coupé le souffle. Don Manuel a rapidement mis fin à l'appel. Son regard sur moi était rempli d'inquiétude et de colère. « Sophia, est-ce que ça va ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste secoué la tête, l'esprit vide. Toutes les pièces du puzzle étaient maintenant connectées, formant une image complète d'une trahison dégoûtante et calculée. Le rapport d'audit complet est arrivé peu après. Don Manuel l'a ouvert sur le grand écran des pages de documents et de chiffres qui racontaient une histoire plus complexe et cruelle que n'importe quel roman. Leur plan était brillant. Béa utilisait sa position pour créer des projets fantômes. Elle proposait des campagnes grandioses pour un projet réel, le projet Villanova, mais le budget était gonflé de 5 à 10 fois.
Elle conspirait avec de faux fournisseurs des entreprises que Miguel venait d'inventer. Il créait de faux contrats et reçus. Béa approuvait les paiements, et des milliers de pesos quittaient légalement l'entreprise. Le rôle de Miguel n'était pas seulement de planifier. En se faisant passer pour un directeur des ventes, c'est lui qui connectait ses faux fournisseurs à l'entreprise, créant une fausse confiance. Il utilisait mon amour et ma confiance pour faire de moi un outil, une couverture pour ses crimes. Tout l'argent passait par sa société de conseil, MB Consulting, puis était divisé entre eux. On estimait qu'en 2 ans, ils avaient volé près de 100 millions de pesos. 100 millions. Un montant indescriptible. Je me suis souvenu des fois où Miguel se plaignait de l'argent, des fois où ma belle-mère me critiquait pour ne pas économiser. Tout cela n'était qu'une comédie. Il vivait dans le luxe avec l'argent pour lequel nous avions travaillé dur, l'héritage que mes parents avaient laissé. Ce n'est plus une simple violation de la politique de l'entreprise, Sofia, la voix de Don Manuel m'a réveillé. C'est un crime. Malversation de fonds d'un montant significatif. La peine maximale pourrait être la prison à vie. La prison à vie. Ces mots semblaient si lointains, mais c'était la fin appropriée pour eux. Le choc initial a été remplacé par une détermination froide. Je ne ressentais plus la douleur de l'amour trahi. Cet amour était mort. Maintenant, tout ce qui me restait était la responsabilité d'une présidente de protéger mon entreprise, de punir les parasites et de restaurer l'ordre. Don Manuel, j'ai levé les yeux. Mon regard n'était plus faible ou confus, mais ferme et acéré. Nous devons agir, mais nous ne pouvons pas simplement nous débarrasser d'eux et appeler la police. Don Manuel a hoché la tête. Je comprends ce que tu veux dire. Si nous agissons maintenant, ils nieront tout, détruiront les preuves. Miguel est intelligent. Il pourrait essayer de s'échapper. Nous devons attraper tout le nid sans que personne ne s'échappe. Exactement. J'ai besoin d'un dernier piège. Un dernier piège assez grand et solide pour qu'aucun chien intelligent ne puisse s'échapper. J'ai commencé à réfléchir. L'ultimatum de Miguel et la fausse réunion que j'avais inventée, c'étaient les pièces que je pouvais utiliser. Ils pensaient que j'avais abandonné et que je ferais n'importe quoi pour sauver notre mariage. Leur arrogance et leur cupidité étaient leur faiblesse. J'ai exposé mon idée à Don Manuel, un plan audacieux et dangereux, mais le seul moyen de tout terminer proprement. Don Manuel a écouté et a hoché la tête. Très bien. Tu es la fille de ton père. Fais-le. Je m'occuperai du reste. Je préparerai la salle de réunion, la sécurité, et je contacterai la police. Le plan était fixé. Le filet était tendu. Nous attendrions juste que les papillons de nuit, aveuglés par la lumière de l'argent, volent droit vers le feu. Mon jeu d'actrice était entré dans sa phase finale, une étape qui exigeait une performance excellente et des nerfs d'acier. Je suis rentré chez moi ce soir-là. Mon visage ne montrait plus de fatigue, mais un éclair de joie et d'espoir délibérément fin. Quand je suis entré, j'ai été accueilli par Miguel immédiatement. « Bonjour, mon amour. As-tu parlé au patron ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai souri largement et je l'ai serré dans mes bras. « Tout va bien, mon amour », j'ai réussi à murmurer à son oreille. Ma voix tremblait d'une joie simulée. Miguel a été stupéfait un instant, puis il m'a serré fort. « Vraiment ? Tu es géniale, Sofia. Ma femme est la meilleure. » Il a crié, me soulevant et me faisant tourner comme lors de nos premiers jours. Voir ce sourire, qui était plus faux qu'une pièce de 3 pesos, me dégoûtait. Pilar est sortie de sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous tous si heureux? Miguel a crié, Sofia a déjà réglé le problème de Béa. Le visage aigri de Pilar s'est immédiatement adouci. Bonne belle-fille. Je t'ai dit que tu étais une femme raisonnable. Viens, raconte-moi l'histoire. Ils m'ont emmené au salon et m'ont traité comme une héroïne. J'ai commencé à raconter l'histoire que Don Manuel et moi avions élaborée. J'ai dit, j'ai eu du mal à obtenir un rendez-vous, j'ai même dû pleurer. Et ensuite? A demandé Pilar. À la fin, il s'est adouci. J'ai dit, il a dit qu'en raison de mon dévouement à la famille, il donnerait une autre chance à Béa. Merci. Mais j'ai ajouté, pas n'importe quelle extension. Don Manuel a dit que, pour être juste, une réunion de réconciliation était nécessaire ce week-end.
Une confrontation. Le visage de Miguel s'est renfrogné. Une confrontation? Oui. Il voulait que Béa et les personnes qui travaillaient directement avec elle soient là, surtout sur le projet Villanova, où il a dit qu'il y avait quelques problèmes avec les coûts. Il voulait entendre tout le monde, et il y avait des papiers pour la réadmission qui nécessitaient la signature de tout le monde. Le piège était parfaitement posé. J'ai inséré le nom du projet Villanova, faisant passer l'enquête pour un simple processus. Demander à tout le monde d'être là servait à attraper tout le groupe. Quand Miguel et Pilar ont entendu mon explication, ils n'ont eu aucune inquiétude. Ils pensaient que c'était juste une formalité, une occasion de se faire passer pour la victime et de tout rejeter sur moi. Bien sûr, a dit Miguel, c'est facile. Je m'en occupe. Je vais dire à Béa et à ses compagnons de se préparer. Disons simplement qu'il y avait une petite erreur comptable et que Sofia l'a simplement mal interprétée. C'est quand, la réunion? A demandé Pilar. Dimanche, 9h. Don Manuel a dit qu'il préférait que ce soit un jour férié pour qu'il n'y ait pas de commérage. Ils étaient encore plus convaincus. Miguel a décroché le téléphone et a appelé Béa. Sa voix était pleine de joie. Béa, c'est bon. Dimanche, 9h. Viens avec les gens du projet Villanova à la grande salle du conseil. Habille-toi correctement. Préparez-vous et montrez des remords. C'est ta dernière chance. Ils ne savaient pas que le rendez-vous de dimanche matin n'était pas une réunion pour sauver leur avenir, mais un procès, un piège sans issue. Ils étaient les chiens intelligents qui se croyaient si bons, courant joyeusement vers le piège tendu par la brebis qu'ils méprisaient le plus. Cette nuit-là, pendant qu'ils célébraient, dans la chambre froide, j'ai envoyé un dernier message à Don Manuel, ils ont mordu à l'hameçon. Le filet est prêt. Dimanche matin, le siège d'Archipelago Holdings était étrangement calme. À l'intérieur de la plus grande salle de réunion, celle du conseil d'administration, tout le monde était prêt. Don Manuel était assis au milieu avec les avocats. Dans les coins se trouvaient des gardes de sécurité en civil. J'étais dans une petite salle de contrôle derrière un miroir sans teint. Je voulais être témoin de l'étape finale. À 9h, Miguel, Béa et 3 autres complices sont entrés. Ils avaient l'air complaisants. Bonjour à tous, ont-ils commencé. Don Manuel a commencé, nous sommes ici pour clarifier quelques points concernant Madame Béa et les projets qu'elle a gérés. Béa s'est immédiatement levée et a commencé ses fausses excuses. Monsieur le PDG, messieurs, je m'excuse profondément. J'ai fait une erreur, surtout envers ma belle-sœur Sofia. À cause de la pression, j'ai fait une erreur. Je demande une autre chance. Une performance parfaite. Miguel a suivi, défendant sa sœur. D'accord, Don Manuel les a coupés. Vos excuses sont enregistrées. Mais ce n'est pas tout ce dont nous allons parler. Il a fait un signe. Le grand écran derrière lui s'est allumé. Ce n'était pas un PowerPoint, mais des copies de relevés bancaires et des virements d'Archipelago Holdings vers des sociétés écrans, et de là directement vers les comptes personnels de Miguel et Béa. La couleur de leur visage a changé. Qu'est-ce que cela signifie? Madame Béa, Monsieur Miguel. Le projet Villanova? Il y avait un budget de 50 millions de pesos, mais le coût réel n'a pas atteint 5 millions. Où sont les 45 millions restants? La voix de Don Manuel est devenue glaciale. Béa a commencé à bégayer. C'est impossible. Rien n'est impossible, a tonné la voix de Don Manuel. Nous avons des preuves solides de votre vol. À ce moment-là, la porte de la salle de contrôle s'est ouverte lentement. Je suis sorti vêtu d'un élégant tailleur d'affaires. Mon visage était sans émotion alors que j'entrais dans la pièce. Tous les regards étaient fixés sur moi. Miguel et Béa me regardaient comme s'ils avaient vu un fantôme. Sofia, qu'est-ce que tu fais ici? A dit Miguel en tremblant. Je ne lui ai pas répondu. J'ai marché droit vers le milieu de la table à côté de Don Manuel. Il s'est levé et a fait face à tout le monde. D'une voix solennelle, il a annoncé « J'ai le plaisir de vous présenter Madame Sofia Illustre, l'enfant unique du défunt président, Don Alejandro Illustre, et l'actuelle présidente du conseil d'administration d'Archipelago Holdings. » Un silence de mort est tombé sur la pièce. Miguel, Béa et leurs complices, leurs visages sont devenus gris. Ils se sont affalés sur leurs chaises comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils.
Il ne se battait pas contre une simple employée, il se battait contre la présidente elle-même. Le jeu était terminé, et la défaite la plus honteuse et la plus misérable était la leur. La vérité révélée a provoqué un tremblement de terre. Miguel et Béa, ainsi que leurs complices, ont été arrêtés sur le champ. Leur affaire de malversation a fait les gros titres. Ils ont été condamnés à de longues peines de prison. J'ai immédiatement demandé le divorce. Notre mariage, qui reposait sur un mensonge, s'est terminé rapidement. La nouvelle que ses 2 enfants étaient emprisonnés a été un coup énorme pour Pilar. Elle a eu une attaque et est restée paralysée dans une maison de retraite. Tout le monde est désolé. La famille qui me méprisait a été détruite par sa propre cupidité. Après le typhon, je me suis officiellement présenté comme la nouvelle présidente d'Archipelago Holdings, et la première chose que j'ai faite a été de commencer une réforme profonde. J'ai renforcé les contrôles financiers, établi un nouveau code de conduite contre la discrimination et créé une culture basée sur le respect. Je veux qu'Archipelago Holdings soit un endroit où chaque employé se sente valorisé et protégé. Le temps a passé. 3 ans après ce jour, Archipelago Holdings est plus forte que jamais. Mais pour moi, le plus grand succès n'est pas le profit, mais l'existence d'un environnement où l'intégrité et le respect des personnes sont les choses les plus importantes. Je ne suis plus la Sophia effrayée et opprimée, je suis devenue une dirigeante qui écoute et inspire. J'ai fondé la Fondation Illustre pour aider les employés et offrir des bourses à leurs enfants. Un après-midi, debout dans l'ancien bureau de mon père en regardant le coucher de soleil sur Makati, j'ai ressenti un sentiment de paix. Don Manuel est entré avec une tasse de thé chaud. « À quoi pensez-vous, Madame la Présidente ?» Il a souri. Je me demande si je n'avais pas appelé ce jour-là. Je ne sais pas où j'en serais maintenant. Ce n'est pas grâce à moi, Sophia, a-t-il dit. C'est parce que tu as eu le courage de faire face à la vérité. Ton père, où qu'il soit, est sûrement fier de toi. J'ai souri un sourire de paix et de joie. Oui, je suis fier de moi. J'ai transformé une tragédie personnelle en une opportunité de renaître. Alors que je regardais les lumières de la ville, je savais que j'avais encore un long chemin à parcourir. Mais je n'ai plus peur parce que je ne suis plus seul. J'ai la confiance de milliers d'employés, le soutien de personnes honnêtes comme Don Manuel, et surtout, je me suis retrouvé. L'aube d'un nouveau jour pour la présidente Sophia Illustre ne fait que commencer. Mes chers auditeurs, ici se termine le voyage de Sophia, une histoire où la justice a prévalu. Elle nous enseigne les limites de la patience, le pouvoir de s'opposer à l'injustice, et comment nous pouvons utiliser nos épreuves pour créer un avenir meilleur. J'espère que cette histoire vous inspirera à trouver le courage de vous battre pour ce qui est juste et à croire qu'après chaque tempête, il y a toujours un lever de soleil plus radieux. Merci de votre écoute.